Bonjour une nouvelle fois et bienvenue à toutes et à tous. Ravie de vous recevoir sur ce webinaire. Je suis Nawal Arkat, responsable de programme au sein du pôle transformation et innovation de l'École polytechnique Executive Education. Je viens animer et introduire ce webinaire en compagnie de Bernard Buisson, conseiller pédagogique au pôle transformation et innovation à l'École polytechnique Executive Education. Et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Madame Aurélie Gauthier, consultante en développement durable. Donc Aurélie fera partie des intervenants de ce programme. Nous allons passer ensemble 1 heure pour présenter, échanger avec vous sur ce nouveau programme certifiant. Donc consultant en performance durable s'adresse, comme le titre l'indique, aux consultants axés sur les problématiques de développement durable, aussi bien dans les entreprises que dans les cabinets de conseil, pour accompagner leurs clients dans la réussite de la transition. La première promotion va démarrer le 3 octobre prochain et se termine le 30 novembre 2023. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Nous souhaitons bien évidemment que ce webinaire soit un moment d'échange au cours duquel Bernard Buisson, Aurélie Gauthier et moi-même vous apportons toutes les réponses possibles. Donc, n'hésitez pas à intervenir et à envoyer vos questions pendant la présentation, même via le Q&A en bas de votre écran. Et sans plus tarder, je passe la parole à Bernard Buisson. Merci beaucoup, Nawal. Bonjour à toutes et à tous. Et merci de nous consacrer ces quelques minutes pour découvrir ce programme. Alors, je vais commencer par dire un mot, mais qui sera plus un titre de rappel sur l'École polytechnique, pour rappeler donc que c'est une institution qui est née en 1794. Alors, c'est une institution de rang mondial qui est régulièrement classée comme la première école d'ingénieurs en France. La partie qui est peut-être moins connue parce que moins visible, c'est la partie recherche, donc 23 laboratoires et plus de 500 enseignants-chercheurs dédiés à la recherche et à l'enseignement. C'est aussi un écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat avec plus de 350 startups créées depuis 2010. L'École polytechnique Executive Education, qui a conçu cette formation, est la branche formation continue de l'École polytechnique. Elle participe de la même philosophie que l'école, c'est-à-dire mettre le meilleur de la science et de la recherche au service de la société. Notre objectif est de permettre aux participants de développer des compétences applicables en milieu professionnel à partir de savoirs scientifiques prouvés. Un mot sur les différents types de formations. Donc, le spectre complet va des programmes diplômants au Learning Expedition, en passant par les programmes courts, les programmes sur mesure. Le programme qui nous intéresse aujourd'hui est un programme certifiant. Un mot également sur les différentes offres relevant du développement durable qui sont proposées actuellement par l'École polytechnique Executive Education. Donc, en dehors de la formation dont on va parler plus en détail ensemble, il existe une formation qui s'appelle Stratège de la transformation durable, qui va ouvrir à l'automne de cette année en même temps que consultant en performance durable, donc au mois d'octobre. Il existe également une formation qui est plus ancienne, qui s'appelle Entrepreneuriat dans les énergies renouvelables, et 4 programmes courts, respectivement, donc créer de la valeur avec la RSE, initier une démarche d'éco-conception, intégrer l'économie circulaire dans votre organisation et maîtriser l'empreinte carbone de votre organisation. Alors, on a, pour la journée d'aujourd'hui, on a 3 questions qui nous permettent de sonder l'auditoire. Est-ce que vous pouvez lancer la première question? Voilà, donc très C'est simple. fait. Comment avez-vous entendu parler de la formation? Merci, Nawal.
Est-ce que c'est par les réseaux sociaux, par un mail, par un site internet ou le bouche à oreille? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Oui, donc je pense qu'on est On met arrivé. fin, oui, Oui, je pense qu'on est, au sondage. on est arrivé à l'ensemble des réponses. Donc, on est plutôt effectivement par la voie du mail et ensuite par le site internet. D'accord, bah merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Est-ce qu'on peut lancer la deuxième question? Voilà, donc pourvu le développement durable, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un thème de communication de l'entreprise, une contrainte réglementaire, une opportunité pour innover, une excuse pour ne pas changer les serviettes dans les hôtels ou une exigence éthique et morale pour protéger les générations futures? Voilà, donc là, je vous laisse également quelques secondes, mais je crois qu'on est arrivé au bout dans moins de 10 secondes. Ouais. Alors, oui, pour les juste un détail très opérationnel, pour poser des questions et on prendra les questions plutôt après l'intervention d'Aurélie Gauthier parce qu'elle a une contrainte horaire et donc je traiterai les questions qui auront été posées dans le chat plutôt à la fin de cette heure. Merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu. Alors, on va rentrer dans plus en détail dans le sujet du développement durable et de la RSE. Merci encore à tous ceux qui ont répondu. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir Aurélie Gauthier, qui est consultante en développement durable et qui travaille sur ces sujets avec différentes entreprises. Aurélie, je vais peut-être te demander de te présenter rapidement, si tu veux bien. Alors, Oui, ouais, avec plaisir. merci beaucoup. Bonjour à tous. Aurélie Gauthier. Donc, j'ai un passé, j'ai fait à peu près 10-15 ans dans les métiers du consulting sur la partie transformation des organisations. Mais comme beaucoup, suite à une prise de conscience, j'ai décidé il y a plusieurs années maintenant de changer beaucoup de choses dans ma vie personnelle, en tant qu'engagement aussi, de bénévolat, etc. Et également, ce qui nous intéresse davantage aujourd'hui, sur la partie professionnelle. Et donc, j'ai monté un cabinet de conseil il y a une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, et j'ai décidé de réorienter une grande partie, le maximum en fait, de notre activité vers le développement durable. Aujourd'hui, après 3 ans vous comprendrez sûrement si vous avez déjà commencé à monter en compétences. Le développement durable, c'est un sujet extrêmement vaste. Donc, après 3 ans de montée en compétences très intensive, aujourd'hui, on est parvenu à quasiment avoir la moitié de notre chiffre d'affaires, donc de notre activité sur du conseil en développement durable. Voilà pour une courte présentation. Merci beaucoup. Alors, on voulait commencer par des éléments de contexte sur qu'est-ce qui se passe en matière de développement durable aujourd'hui, notamment en France. Donc, à titre de rappel, la France a défini un objectif de neutralité carbone pour 2050 qui va se décliner forcément pour les entreprises. Donc, ça implique que ces entreprises maîtrisent de nouveaux outils, idéalement qu'elles saisissent cette opportunité pour se différencier et créer plus de valeur ajoutée pour leurs clients et pour les différentes parties prenantes concernées. Alors, je pense qu'on peut résumer en disant que la période actuelle représente pour les entreprises une période de transition très importante. Donc, non seulement on est dans la période où la pression liée au, au réchauffement climatique s'est intensifiée
de façon considérable et à juste titre. Cette pression va s'est transformée, a commencé à se transformer en pression réglementaire, mais pas seulement. Ce qu'on voit de plus en plus, et ce que vous devez voir au quotidien, c'est que la pression s'exerce aussi par le biais des clients qui se mettent à choisir les entreprises où ils achètent des biens ou des services en fonction de considérations environnementales ou sociétales. Elle s'exerce aussi par le biais des employés, qu'on parle des employés actuels, puisqu'on voit assez régulièrement des gens quitter leur entreprise parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont plus en accord avec les valeurs de l'entreprise et le comportement socialement ou environnementalement responsable de cette entreprise. Mais aussi, donc la pression vient aussi des employés potentiels, puisque un certain nombre de personnes, alors c'est peut-être encore plus vrai pour les jeunes générations qui sortent diplômées des écoles aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux ne veulent plus rejoindre des entreprises de différents secteurs au titre de considération, notamment environnementale. Alors, la première question que je voulais te poser, Aurélie, c'est toi qui interviens régulièrement dans les entreprises, comment, de ton point de vue, est-ce que cette période de transition est vécue par les entreprises? En fait, c'est un peu à l'image de la population, de la prise de conscience qui s'étend. Mais c'est vrai que ce qui va différencier la prise de conscience, on va dire citoyenne ou individuelle, de la prise de conscience dans les entreprises, c'est qu'il y a effectivement cette pression réglementaire et cette pression du changement du comportement des consommateurs et des partenaires qui vont de plus en plus flécher soit leurs investissements, soit leurs achats vers des entreprises qui vont être vertueuses. Donc, il se passe beaucoup de choses. De manière générale, je pense que il y a une effervescence un petit peu partout dans tous les domaines. Ce que je note, c'est que ceux qui ont déjà engagé une transition, je parle au niveau du collaborateur, est souvent frustré d'avoir l'impression de pédaler dans le vide, d'être pas forcément tout le temps soutenu. Donc il y a une partie des entreprises où il y a des initiatives qui sont autorisées, qui sont presque dans certains cas tolérées, mais qui sont pas encore soutenues complètement par la direction de leur entreprise. Il y a d'autres entreprises qui, elles, ont bien compris qu'il y avait des enjeux suffisamment élevés et puis à court et moyen terme et que ça prenait du temps à préparer et donc qui ont enclenché une stratégie, notamment une stratégie bas carbone, mais aussi plus globalement de développement durable. Et puis il y a encore des entreprises qui se sentent pas concernées, soit parce que bon, il y a des gens qui n'y croient pas, hein. Il y a une défiance quand même de certaines personnes et principalement en France d'ailleurs, c'est envers la science, et ou alors parce que tout simplement ils n'ont pas l'information. Donc d'où la nécessité de continuer la sensibilisation à tous les niveaux. Mais toutes ces communautés, tous ces cercles ne sont pas en silo. Une personne est à la fois quelqu'un qui habite quelque part, qui est un citoyen, qui va voter, qui a un travail, qui peut avoir des activités au sein d'associations. Donc tout ça est très perméable et globalement, on sent quand même qu'il y a une effervescence qui est en train de naître, qui s'amplifie. Et je crois que c'est plutôt une bonne chose, mais il faut être rassuré, en tout cas c'est le message que je veux passer aujourd'hui, il faut être rassuré sur un point, c'est qu'il y a vraiment de très nombreuses personnes qui se donnent presque corps et âme au sujet du développement durable, à peu près dans tous les secteurs. Oui, tout à fait. Alors, juste un mot sur, pardon, sans transition, sur l'ESG et les évaluations ESG, parce que on a pu croire à certaines périodes que l'approche par l'évaluation ESG allait donner à la fois de la visibilité et des solutions aux entreprises pour évoluer dans le bon sens.
malheureusement, on doit constater aujourd'hui, et ce n'est pas un constat personnel que je fais, hélas, que les notations et les évaluations ESG n'apportent pas la visibilité souhaitée sur ce qui se passe dans les entreprises et leur réelle contribution au développement durable. Donc, la solution n'est manifestement pas de ce côté-là. Et les entreprises, après avoir fait beaucoup d'efforts pour rassembler et communiquer des données sur les aspects extra-financiers, doivent aller maintenant au-delà de ces efforts de relative transparence et de communication pour engager des vraies actions. C'est-à-dire qu'on arrive probablement au moment où les entreprises commencent à réaliser qu'elles doivent véritablement changer leur business model et le cœur même de certaines de leurs activités si elles veulent se transformer de façon durable dans les années qui viennent. Donc là aussi, de ce point de vue, on est probablement à un moment charnière. Alors, un mot sur les défis que représente la bascule vers le développement durable pour un certain nombre d'entreprises. Donc, on a la complexité, on a l'universalité, parce que ce sujet, par nature, est transverse, il est susceptible d'impacter toutes les activités de l'entreprise. Le défi existe aussi en termes de ressources, puisque, évidemment, les gens qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité managériale ou dans des comités de direction, en général, n'ont pas été formés sur des aspects de développement durable, ou très peu. Donc, les entreprises doivent faire avec des effectifs, des ressources internes qui n'ont pas été formées spécifiquement sur les questions du développement durable. Et puis enfin, l'urgence qui impose de réagir et de corriger le tir assez rapidement, voire de façon radicale pour un certain nombre d'entre elles. Alors, sur le marché en développement durable, avant de repasser la parole à Aurélie, moi, ce que j'observe, parce que forcément, donc, on parle à un certain nombre de personnes qui soit souhaitent suivre des formations ou d'intervenants sur ces sujets, d'experts. La façon dont se structure le marché aujourd'hui, donc vous avez d'un côté une palette assez large de consultants qu'on pourrait appeler spécialisés. Donc vous avez typiquement des gens qui ne vont faire que du bilan carbone et des stratégies de décarbonation. Mais vous avez aussi des gens qui sont consultants en biodiversité. Vous avez des gens qui sont consultants en diversité tout court pour aider l'entreprise à mieux intégrer tous les aspects de la diversité humaine en entreprise. Donc, la palette de sujets que vous pouvez traiter en tant que consultant en développement durable de façon spécialisée est presque infinie. Donc ça, c'est une partie du marché aujourd'hui. L'autre partie du marché est constituée de consultants que j'appellerais généralistes. Donc, ce sont des gens qui se positionnent plutôt au niveau de direction générale ou de direction du développement durable, qui vont chercher à accompagner une entreprise sur l'ensemble de la transformation durable. Et là, ça impose, alors on est sur des compétences qui sont plus proches d'un manager de conseil, parce qu'il faut savoir constituer une équipe et faire avancer un projet qui peut évoluer dans le temps, qui peut être assez long, parce que l'accompagnement d'une entreprise dans sa transformation durable, c'est en général pas une mission de 3 mois. Voilà, alors après,
il est possible, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi la possibilité de compléter l'un ou l'autre de ces deux positionnements avec un positionnement sectoriel. C'est-à-dire que vous pouvez être consultant spécialisé en décarbonation et aussi intervenant uniquement dans le secteur du BTP de la construction. Et c'est un positionnement qui peut être tout à fait viable, ou ça peut être, vous pouvez vous positionner sur le secteur du numérique. Les émissions carbone appliquées au numérique, c'est un sujet à part entière qui peut justifier une spécialisation. Alors, par rapport à ces sujets de structuration du marché, de maturité du marché, Aurélie, quelle est ta vision aujourd'hui? Je partage ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a effectivement quand on parle de consultants en performance durable, il y a pas loin d'une infinité de profils. Déjà parce qu'on peut se spécialiser effectivement sur certaines expertises. On peut parler aussi des ACVistes, comme on dit, ceux qui sont spécialisés dans l'analyse cycle de vie. Et puis, effectivement, il y a une diversité aussi au niveau des besoins des entreprises, alors qui va dépendre des projets, de leur contexte et donc probablement de leur niveau de maturité. Au final, il s'agit d'une énorme transformation de nos sociétés, donc une transformation notamment des entreprises. Et c'est vrai que ça ressemble en beaucoup de points dans les transformations classiques qu'ont pu connaître les entreprises par le passé sur le numérique, sur les méthodes de travail, les pratiques agiles, etc. Et donc, il y a aussi tout un pan de consultants en performance durable qui se spécialisent dans comment embarquer le collectif d'une entreprise vers ce futur commun désiré, comme on le dit dans les pratiques d'intelligence collective et de co-construction. Et sauf que là, c'est appliqué à un cas de rendre l'entreprise vertueuse, voire réparatrice de son environnement. Donc, en termes de complexité, ce qu'il faut noter, ce qui était déjà vrai pour n'importe quelle transformation, mais qui là est indispensable, c'est qu'on a besoin de travailler avec ses fournisseurs et ses clients, ou du moins d'avoir une certaine forme de communication éthique par rapport à ça. Et donc, la co-construction dépasse les frontières de l'entreprise. Donc, c'est un autre niveau encore de complexité. Je vous donne un exemple, parce qu'il n'y a pas que les entreprises, il y a aussi toutes les collectivités territoriales. Comment embarquer les élus, les habitants, les citoyens ou des acteurs culturels, par exemple, autour des sujets écologiques. Les ressources, le manque de compétences en interne, finalement, c'est pas non plus si nouveau que ça, sauf que là, on est dans un cas où on a un sujet qui est extrêmement vaste, donc très stimulant intellectuellement, mais effectivement qui va être tellement diversifié que ce manque de compétences se fait peut-être ressentir davantage sur ces types de sujets. Mais comme dans toute transformation, il est important pour les entreprises d'internaliser toutes ces compétences parce que, comme tu l'as bien dit, il y a cette transversalité pour être sûr de co-construire la solution qui sera la plus performante d'un point de vue performance durable, qui sera la plus vertueuse pour l'environnement et qui aura donc de ce fait le moins de résistance possible. Et c'est là que le côté transversal et co-construction apporte énormément. Voilà. Et ensuite, bon, évidemment, il y a le côté de l'urgence qui doit être traité au niveau stratégique de l'entreprise ou des politiques publiques pour les collectivités, avec cette ligne de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? Qu'est-ce qu'on peut enclencher tout de suite avec des résultats qui seront plus ou moins court, moyen ou long terme? Et qu'est-ce qui émerge aujourd'hui comme sujet particulièrement prioritaire dans les entreprises, alors à part la question du reporting imposé par les normes, les nouvelles normes de reporting extra-financier, entre le bilan carbone ou d'autres sujets? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent vraiment systématiquement et régulièrement?
Alors, avant de répondre à cette question, je vais préciser que nous, on fait partie des cabinets de conseil qui sont plutôt généralistes et qui sont axés, parce que c'est forcément un biais. On est consulté par rapport à ce qu'on présente, notamment sur notre site Internet. Donc, il y a forcément un biais. Donc, nous, en tant que consultants experts en transformation des organisations et qui a développé cette expertise autour de la stratégie bas carbone, par exemple, ce qu'on voit beaucoup au niveau des collectivités territoriales, c'est des problématiques de suivi des PCAET, qui sont des plans climat, air, énergie territoriaux, et ça mord un petit peu sur la partie bilan carbone, c'est-à-dire que ils ont, comme dans le privé, tout le monde est sous l'eau, donc ils ont plusieurs projets en parallèle, et il me semble que pour l'instant est priorisé on va dire la constitution et le suivi de ces PCAET. De temps en temps, on est consulté pour des bilans carbone en approche patrimoine et compétences. Et puis après, ça, c'est nous et du fait de notre positionnement d'entreprise, mais il y a beaucoup d'autres sujets, et notamment des études d'impact qui sont, nous, on n'est pas du tout placés sur cette partie-là, mais pour tout grand projet maintenant, il s'agit de faire une analyse d'impact environnemental plus complète d'ailleurs que le simple côté carbone. Puis après, il y a tous les sujets on retrouve on retrouve en fait des clients, et notamment les entreprises du CAC 40, mais pas que, qui mettent en place des stratégies fournisseurs, et donc qui demandent à leurs fournisseurs, par exemple, de passer une certification EcoVadis. Et donc, ça donne l'opportunité à tout l'écosystème de monter en compétence sur la partie RSE. Et ce qu'on peut retrouver aussi comme projet pour les consultants, c'est des entreprises qui n'ont pas les ressources en interne, mais dont les clients demandent un certain type d'informations. Ça peut être des analyses de cycle de vie, ça peut être des bilans carbone, et donc ça, par capillarité, un peu, ça s'étend à l'ensemble du tissu économique, quoi. Et est-ce que, alors, juste pour profiter de ta présence, parce que tu vas devoir nous quitter dans une dizaine de minutes, est-ce que tu peux nous dire un mot sur le sujet atténuation versus adaptation et l'importance que ça peut avoir pour une entreprise aujourd'hui qui souhaite donc engager une politique ou renforcer sa politique de développement durable? Oui, ça, c'est vraiment un sujet très important. Je pense qu'au début de la prise de conscience, ce qui s'est passé, c'est qu'on a compris qu'on avait une forme de responsabilité en fait en tant que pays développé ou en tant qu'entreprise dans le dérèglement climatique. Et donc, on a beaucoup axé. Moi, il y a quelques années, j'entendais quasiment uniquement parler d'atténuation. Et donc, on parlait de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour autant, et ça, je vais essayer de reformuler ce qui a été dit par François Gémen de manière beaucoup plus claire, je pense, mais en gros, l'atténuation, elle aura des effets dans 20 ans. D'accord ? Et donc, la difficulté, c'est qu'il va falloir expliquer à des collaborateurs, des citoyens, des entreprises, des associations, etc., qu'il faut vraiment y aller d'arrache-pied, mais qu'on ne verra les résultats que dans 20 ans. Donc, en termes de motivation, c'est quand même un challenge. Oui, parce qu'en attendant, cette année, il faut quand même réduire la consommation d'eau. Et en plus, voilà, et donc il y a l'atténuation des gaz à effet de serre, et puis en plus, il y a toutes les formes de sobriété qui sont en train de se mettre en place, parce que malheureusement, ce n'est pas la seule limite planétaire qui est touchée. Il y a tous les autres aspects environnementaux, l'eau en fait partie, l'utilisation d'eau, la pollution de l'air, la pollution des sols, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 20 ans, sachant que la situation va tout de même se dégrader, que c'est déjà assez problématique aujourd'hui parce qu'on prend conscience que ça touche le territoire français, et bien, il va falloir s'adapter. Et ça, c'est le deuxième pan.
S'adapter, ça veut dire qu'il faut mettre en place des solutions qui permettent de maintenir un certain confort de vie quand on parle des individus ou une certaine activité dans des cas extrêmes quand on parle d'entreprises ou des services publics, etc. Et ce qui est très important à retenir, c'est que le rapport du GIEC d'ailleurs le souligne, c'est qu'il faut traiter les deux en parallèle. On ne peut pas juste faire de l'atténuation et de l'adaptation en silo. Encore une fois, ce sont des sujets transversaux. Il faut absolument adopter un style de pensée systémique, voire proposer des solutions et comprendre tous les effets secondaires possibles de cette solution pour éviter ce qu'on appelle les maladaptations. Les maladaptations, c'est typiquement le cas de, par exemple, des digues pour faire face à la montée des eaux, qui sont en fait, qui déplacent le problème ou qui donnent une fausse impression de sécurité. Et puis le jour où il y a submersion, c'est beaucoup plus grave. L'usage de la climatisation, donc ça permet de s'adapter parce qu'on fait face aux fortes chaleurs, mais ça émet des gaz à effet de serre et c'est pas forcément inclusif d'un point de vue social. Donc, l'idée, c'est de traiter vraiment atténuation et adaptation en même temps pour toutes ces raisons, en employant la pensée systémique de manière systématique. Merci beaucoup. Alors, ce que je te propose, c'est que je vais avancer sur la formation en elle-même. Alors, donc, la formation a été conçue avec donc en tête un certain nombre d'objectifs et de modalités. Donc, en termes d'approche, une des pratiques qu'on a mis en place pour cette formation, mais qu'on utilise dans la plupart de nos autres formations certifiantes, c'est une pédagogie basée sur le projet, c'est-à-dire que vous aurez un certain nombre de sessions, notamment de masterclass, mais vous devrez les compléter par un travail sur un projet collectif, et c'est un des moments qui vous permettra d'intégrer efficacement un certain nombre de connaissances. Donc, l'autre souhait, quand cette formation a été conçue, c'était qu'elle débouche sur une certification. Donc, la formation est certifiante et, par voie de conséquence, finançable. Un accompagnement, donc dans votre projet, vous serez accompagné à intervalles réguliers pour que votre projet avance et que vous ne soyez pas laissé seul dans cette entreprise. Le format a été pensé de façon à ce qu'il soit le plus compatible possible avec une activité professionnelle. Donc là, dans le cas particulier, on parle de 3 modules de 2 jours chacun en présentiel à Palaiseau. Donc c'est une contrainte, mais ça reste relativement raisonnable. Et donc l'apprentissage, on a souhaité que cette formation combine à différents types de modalités pédagogiques et d'objectifs. Donc, vous allez intégrer un certain nombre de connaissances, mais également des méthodes et des postures. Alors, en termes de cible, la cible est relativement large. Alors, la cible classique, on parle soit de personnes qui sont consultantes dans un cabinet existant, donc déjà consultantes. Alors après, ça peut être sur des sujets relevant du développement durable ou pas, parce que voilà, il y a des consultants qui souhaitent se réorienter sur ces sujets-là aujourd'hui. On s'adresse aussi à des personnes qui sont aujourd'hui consultantes ou consultants indépendants, qui souhaitent se focaliser sur le conseil en développement durable. Il y a également une population de consultants internes en entreprise, donc qui est peut-être plus marginale par rapport aux 2 populations précédentes, mais qui est réelle. Et puis, donc, au-delà de la population de consultants, on a également donc, tous les niveaux managériaux des cabinets de conseil, qu'on parle de managers de mission, de directeurs ou d'associés. Un mot sur alors, les prérequis.
Donc, en termes d'expérience professionnelle, on est dans une formation où on attend 3 ans d'expérience professionnelle minimum. On aura, en fonction des candidats que j'ai vus jusqu'à présent, une expérience professionnelle moyenne qui sera beaucoup plus importante, mais on acceptera des gens avec une expérience professionnelle de quelques années. Donc, un niveau de responsabilité et d'implication dans des projets. L'idée est que vous soyez idéalement déjà impliqué ou susceptible d'être impliqué dans des projets de transformation durable d'entreprise pour que vous puissiez mettre en œuvre, en parallèle de votre formation, commencer à mettre en œuvre des choses que vous aurez vues en session à Palaiseau. Un mot sur l'équipe pédagogique. Donc, vous avez ici surtout des personnes qui sont issues de l'école polytechnique, soit parce qu'ils appartiennent au corps professoral, soit de l'écosystème proche de l'école. Donc, parmi les professeurs, vous avez notamment Thierry Reyna, que je cite ici parce qu'il a fait un travail important sur les business models et la transformation des business models en business models durables. Il a fait aussi un travail important avec Valentine Georget, qui figurait également parmi les intervenantes sur les impacts multicritères. Benjamin Leyani a également un rattachement au département management de l'innovation et entrepreneuriat de l'école polytechnique, lui en tant que spécialiste de la transition énergétique et écologique. Patricia Criffo, qui est non seulement professeure d'économie de l'école polytechnique, mais également directeur adjointe du Centre Energy for Climate, donc évidemment très impliquée sur les questions de développement durable. Et puis, donc, vous retrouverez également des gens qui appartiennent à l'écosystème de l'école. Donc, alors, dans le désordre, donc Ali Armand, qui est l'intervenant sur les sujets de management pour l'école polytechnique Executive Education, qui était également directeur pédagogique. Benjamin Caban, qui est à l'école des Ponts, et ainsi que Jean-Laurent Rilly et Aurélie, qui interviennent régulièrement dans nos programmes. Un mot sur le programme, mais je pense que la plupart des gens qui sont connectés aujourd'hui ont pris connaissance du programme. Donc, rentrée le 3 octobre prochain. Comme je le disais tout à l'heure, 3 modules de 2 jours. Le premier, 5 et 6 octobre. Le deuxième, 9 et 10 novembre. Et le dernier, 30 novembre et 11 décembre. Donc, vous voyez que le panorama des sujets qui sont abordés est assez large. L'idée n'est pas de faire de vous un expert de chacun des sujets, parce que, alors, Aurélie, tu me corrigeras le cas échéant, mais je crois que pour devenir un véritable expert du bilan carbone, il faut quelques années de pratique, probablement. Oui. Déjà, il faut plusieurs dizaines d'heures de formation, je pense. Et effectivement, après, il faut commencer probablement par des sujets simples, se faire challenger, ne pas hésiter à faire appel à la communauté, qui est quand même beaucoup dans l'entraide sur ces sujets-là. Ouais. Et oui, et puis après, peut-être une spécialisation de bilan carbone dans certains secteurs, comme on l'évoquait tout à l'heure, ou rester généraliste et prendre. Donc, l'idée, c'est de permettre à toutes les personnes qui suivent cette formation de devenir des interlocuteurs
potentiel d'une direction générale ou de membres d'un COMEX sur des sujets de développement durable. Donc, c'est une des raisons pour laquelle l'éventail des sujets abordés est aussi large. Alors, un mot sur le processus de certification. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous aurez un travail en groupe à effectuer qui sera la base de votre mémoire final. Le mémoire sera pré-validé avant soutenance, soutenance qui sera individuelle et débouchera soit sur une certification, soit sur une demande de complément pour aboutir à une certification à l'issue de ce processus. Je vais repasser peut-être la parole à Nawal sur les aspects financement. Oui, Ouais. alors en résumé, je reprends quelques informations qui ont déjà été dites, mais en résumé, le calendrier, cette première promotion est prévue du 3 octobre au 30 novembre 2023 pour une durée de 45 heures, dont 3 heures en distanciel, c'est-à-dire tout le reste est en présentiel à Palaiseau. Le programme est totalement présentiel, donc comme je disais. Le coût de participation est de 6 000 € hors taxe, 7 200 €, toutes taxes comprises. La formation est certifiante, donc éligible au CPF et à d'autres dispositifs de financement. Donc, n'hésitez pas à nous en parler. Et justement, en parlant de nous en parler, donc concernant vos démarches d'inscription et de candidature, donc ça se passe par l'envoi de CV et lettres de motivation à notre service commercial, à Sonia Sari, qui est conseillère de ce programme. Vous verrez les coordonnées plus bas dans la présentation actuelle. Donc, à la suite de l'étude par le conseil pédagogique de votre candidature, celle-ci sera suivie d'un entretien en ligne avec Bernard Buisson pour entériner votre admission au programme. L'enregistrement de ce webinaire va vous être envoyé automatiquement et le détail du programme peut vous être également envoyé à votre demande. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, ainsi que pour toute question liée au financement, par exemple, ou toute question liée au détail du programme. Voilà, donc ça sera le premier contact Sonia Sahari, puis à partir de l'inscription, j'aurai le plaisir de suivre cette promotion. Merci. Merci beaucoup, Nawal. Ce qu'on va faire, on va passer à la troisième et dernière question du sondage et après, on passe aux questions qui ont été postées sur le fil de discussion. Est-ce que Oui, tu peux lancer la dernière question? on en a reçu 9 Oui, jusque-là. oui, À la question de sondage, tu veux dire? s'il te plaît, oui. Oui, bien sûr. Alors, et voilà, Super, merci beaucoup. à Donc, votre écoute. voilà, on veut juste avoir une idée de est-ce que parmi vous, il y a des gens qui vont candidater ou des gens qui ont encore besoin de réfléchir ou des gens voilà, qui voulaient juste se renseigner mais qui ne vont probablement pas candidater à cette formation. Et je pense qu'on n'est pas très loin du nombre maximum de réponses. Donc, je pense qu'on peut, voilà, on peut mettre fin au sondage et passer au. Juste avant de Ouais, pardon. passer, pour les personnes qui sont intéressées, mais qui doivent réfléchir encore, donc n'hésitez pas encore une fois à nous contacter pour approfondir avec vous le besoin de formation et puis le doute en question. Voilà. Ouais. Alors, avant qu'Aurélie Gauthier nous quitte, et donc on va passer aux questions-réponses dans les minutes qui viennent. Est-ce que Aurélie, je crois que tu voulais répondre à une des questions. Oui, je vois des questions qui, en tout cas, auxquelles je peux répondre. Oui. Donc, sur les évaluations, MSCI, etc., ce sont des entreprises qui ont un business autour de récupérer et mettre à disposition des données sur un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas d'ailleurs forcément que durables. Ouais. Celle-là, je peux la faire là. D'accord, alors on passe à Ouais, la ouais, non, suite. ouais, je la ferai une fois que tu seras D'accord. parti. Oui, ça ne t'embête pas. Ouais. Euh, Donc, tu voulais répondre à la question de Richard Mazur. Oui, tout en bas,
sur la partie transformation majeure, des enseignements à en tirer pour la transformation environnementale, bah, le truc, c'est que parfois, on a un peu l'impression c'est vrai, de tourner en rond et on a énormément d'équipes qui ont vécu énormément de choses. Et vous savez probablement, comme moi, que les retours d'expérience sont pas forcément toujours bien formalisés, on capitalise pas forcément dessus. Donc la réponse, ce serait oui, ce serait super de pouvoir capitaliser sur les transformations précédentes. Probablement qu'on le fait un peu, mais probablement qu'on aurait pu être meilleur sur cette partie-là. En tout cas, une chose est sûre, j'insiste, je le souligne et je le mets en gras, c'est vraiment la transversalité, mettre ensemble des compétences et des expertises différentes. Pourquoi? Parce que ça permet d'augmenter la sérendipité et l'innovation. Et on a besoin d'innovation, pas au sens forcément technologique, attention, bien évidemment, mais au sens où on a besoin de réinventer en fait nos organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Je pense, en tout cas, moi, de mon côté, le sujet sera-t-il traité dans le cadre de la formation? Je pense qu'on sera plusieurs à parler de cette problématique de conduite du changement et d'innovation. Et en tout cas, moi, j'aime bien faire des retours terrain par rapport à ça. Euh, je crois que j'en avais une autre aussi, Simon Duvillard, Ouais. sur peut-être l'existence, très probable d'ailleurs, d'un blocage psychologique. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on ne va pas y arriver? On a cette discussion quand on travaille dans la transition écologique, on a ces discussions très, très régulièrement avec tout le monde. Contrairement aux transformations précédentes des organisations, c'est un sujet où il y a encore plus d'émotions. Et tout le monde n'a pas eu sa prise de conscience au même moment. D'ailleurs, tout le monde ne l'a pas eu encore, forcément. Et on n'a pas tous fait le même cheminement. On n'a pas tous la même vision des choses. Donc, il y a des gens qui sont plus ou moins optimistes et plus ou moins pessimistes. Une chose est sûre, c'est que tous ceux qui travaillent dans la conduite du changement, ils vont vous dire que si vous voulez embarquer des gens, il faut proposer un futur commun, désiré, quelque chose qui donne envie, vers lequel on a envie d'aller. Et donc ça se traite, par exemple, des entreprises qui veulent devenir entreprises à mission, retravaillent, réinventent leur mission, leur raison d'être. Là, ça, c'est peut-être une première brique dans le cadre des entreprises pour aller vers quelque chose qui donne envie. Ensuite, ça peut être réimaginer la société et de voir plutôt ce qu'on y gagne plutôt que ce qu'on y perd. Parce que l'être humain a une aversion pour la perte, donc forcément, ça lui fait peur. Et ça peut bloquer effectivement psychologiquement certaines personnes. Donc, je vous propose d'essayer de réfléchir. Il y a beaucoup d'ateliers qui notamment par exemple des ateliers design fiction, qui permettent de faire des immersions dans des scénarios et dans des mondes stabilisés à 2 degrés ou pas. Et c'est de cette façon-là, en fait, qu'on arrive à créer une belle dynamique autour de la transition écologique, je pense. Ouais. Voilà. Alors, on pourrait aussi citer la fresque du climat, puisque alors, en France, on sait que la fresque du climat a eu plus de 1 million de participants. C'est vrai. Donc, ça participe à la sensibilisation d'une partie du grand public. Ça participe à la sensibilisation. Alors, c'est un peu plombant au départ, pour le coup, mais c'est vrai qu'il faut regarder le problème droit dans les yeux. Hein. Et la fin de la dernière étape, on aime bien le faire suivre un petit, on va dire, ajustement pour que les gens se projettent dans l'action et dans les solutions plutôt que de rester sur le constat négatif. Par contre, c'est pas proposé par la fresque et c'est souvent une question qu'on a parce que la fresque veut être factuelle et apartisane d'un point de vue politique. Et donc, les solutions, en fait, ça va dépendre du secteur, ça va dépendre de la vision des sociétés, des gens, etc. Mais c'est quelque chose que je vous recommande pour pas rester sur le constat un peu alarmant. Alors, juste, je vais revenir, parce qu'il faudra qu'on s'arrête juste avant 14 heures. Je vais revenir donc, sur la question relative aux agences de notation extra-financière, donc FTSE, FTSE, Sustainalytics et MSCI sont parmi les 3 plus grandes agences de notation extra-financière. Ce sont les gens, comme le disait Aurélie, qui rassemblent les données extra-financières et qui
les mettent à disposition des investisseurs pour qu'ils puissent tenter d'évaluer la durabilité des différentes entreprises dans lesquelles ils investissent. Je reviens aussi rapidement sur un mot sur le volet transformation et l'analogie éventuelle avec d'autres efforts de transformation antérieurs. Une façon de penser à la transformation vers un modèle plus durable, ça peut être de repenser, comme le disait Aurélie également tout à l'heure, à la transformation engendrée par le numérique. Donc, un des exemples phares étant, je vais revenir de 10 secondes sur l'exemple de Kodak, au moment de la transition entre l'argentique et le numérique. Kodak a un choix entre un business model historique qu'ils connaissent parfaitement et qui est très rentable, et un business model qui s'appuie sur une nouvelle technologie qui est très incertain et pas très rentable, pas très intéressant financièrement. Et Kodak va faire le choix, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette histoire, mais va faire le choix effectif de s'accrocher à son business model historique sans réussir à se décrocher. Et là, aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à un dilemme qui peut avoir des similitudes. Aurélie, oui, excuse-moi, si tu dois y aller, tu peux nous quitter quand tu veux. Un grand merci encore pour cette participation aujourd'hui. C'était un honneur, merci à vous. Et voilà, s'il y a besoin de répondre après le webinaire à des questions par écrit, je vois celle de Maxime, de Linda ou de Simon. Bon, n'hésitez pas à me recontacter, je le ferai avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Oui, donc le dilemme qui se présente à un certain nombre d'entreprises aujourd'hui par rapport à cette question de transformation vers un modèle plus durable, c'est ce choix entre un modèle historique que l'entreprise connaît parfaitement et qui est souvent assez profitable, voire très profitable. Donc, on peut prendre typiquement l'exemple des compagnies pétrolières aujourd'hui, et un modèle futur qui s'appuie sur, alors pas forcément des nouvelles technologies, mais potentiellement oui, mais en tout cas un business model à venir qui est incertain et dont la rentabilité est douteuse, en tout cas pas du tout prouvée. Et donc, on a bien ce problème de basculer l'activité d'une entreprise d'un modèle sur un autre, alors que le modèle historique a souvent des années, voire des décennies d'antériorité, donc avec toute la pesanteur psychologique que ça implique. Alors, je vais, comme il va falloir qu'on s'arrête très vite. Alors, les personnes, il y a 2 personnes qui ont levé la main. Je vous rappelle juste que on va pas pouvoir en faire grand-chose. Il faut utiliser le fil de discussion et poser votre question dans le fil de discussion. Je rebalaye les questions juste pour être sûr qu'on n'est pas raté. On va forcément en rater quelques-unes. Donc oui, l'aspect psychologique, je pense qu'on a répondu à cette question. Donc la question de la transformation, la durée moyenne de mission. Donc ça, oui, effectivement, je pense que on va vous inviter à reprendre contact avec Aurélie. Est-ce qu'il y a des secteurs plus impactés? Bah forcément. Alors, c'est pas évidemment pas un secret, mais les entreprises qui sont fortement émettrices de CO2 sont soumises à une pression extrêmement forte. Donc, et alors, derrière toute l'industrie des énergies fossiles, vous avez l'industrie lourde, puis l'industrie, etc. Donc, on pourrait faire un classement en fonction des émissions carbone si on voulait prolonger ce raisonnement.
Alors, je pense que ouais, je pense que je suis arrivé au bout des discussions, mais alors au bout des questions. De toute façon, on est arrivé au terme de ce webinaire. Merci. Ce que je vous propose, donc Nawal, sauf si tu voulais intervenir à nouveau, je vous propose qu'on s'arrête là pour Oui. aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Donc, pour les personnes qui veulent prolonger concrétiser leur intérêt pour la formation, je les invite à reprendre contact avec Sonia Sahari, dont les coordonnées s'affichent à l'écran. Et j'espère revoir le plus grand nombre d'entre vous très prochainement, au plus tard, au mois d'octobre. Voilà, Un grand l'essentiel est dit. merci. Un grand merci à toutes Merci et à à tous. tous. Très bon après-midi. Merci, Bon au revoir. après-midi.